Virginie, alors la fête de la terre et de la montagne. Donc il y a des marchés, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses. C'est une fête, la fête de la terre et de la montagne. On fête notre nature, notre terroir, nos producteurs locaux. C'est pour ça qu'on a un marché qui est bien fourni aujourd'hui. Et on fête toutes les activités qu'on peut faire en montagne. Du coup, sur toute la journée, la mairie d'Isola, à travers l'Office du tourisme, a proposé aux vacanciers de façon totalement gratuite des sorties escalade encadrées par un moniteur, des sorties VTT encadrées par un moniteur, sorties randonnée avec un accompagnateur en montagne. On avait des ateliers créatifs pour les enfants, beaucoup d'activités pour faire découvrir notre station et qui sont offertes toute la journée pour mettre en avant donc notre beau territoire, notre nature, nos producteurs locaux. On a une douzaine de stands aujourd'hui qui viennent de la vallée de la Tinée et un petit peu plus loin dans le 06, mais on reste vraiment très local. Et puis on a fait notre pot d'accueil au milieu de cette fête. On a eu la chance d'avoir une jeune chanteuse niçoise qui est venue rajouter un petit peu de magie à cette journée. Et puis dans nos producteurs locaux, eh bien, ils viennent partager leur savoir, transmettre leur savoir. Donc il y a Charlène des Herbes Folles qui a proposé ce matin un atelier de cuisine responsable, Léon qui s'apprête à aller proposer son atelier de découverte de l'apiculture de montagne. On avait notre médiatrice pastorale du Parc national du Mercantour qui a fait découvrir la faune et la flore aux enfants et à leurs parents. Enfin voilà, toute une journée de fête consacrée à la beauté de notre nature ici à Isola 2000. Une des activités en plein essor est le trail. Et Isola n'est pas en reste avec pas moins de 2 trails sur la commune, plus un passage de l'UTMB. La station se devait donc de proposer des initiations au trail. Bon Charles, toi tu es l'animateur sportif de la station. Aujourd'hui tu proposes dans le cadre de la journée de sur la terre à la montagne, une activité trail. Donc c'est quoi le trail par rapport à la course à pied, par rapport au footing? Trail, du coup pour moi ma définition c'est qu'en fait ça se passe vraiment dans un milieu naturel en montagne, là ici par exemple. On va avoir quand même des dénivelés positifs et négatifs tout au long de la course, contrairement à la course à pied où ça se passe sur du plat généralement. Et là aujourd'hui c'est une sortie de 7 à 8 km, on est sur une initiation avec un dénivelé approximatif de 150 mètres, donc ce qui est plutôt on va dire débutant intermédiaire. Et voilà, c'est une sortie de maximum 1 heure. On peut se mettre au trail comme ça? On peut se mettre au trail comme ça, mais à condition d'être vraiment très progressif sur ces sorties, de ne pas s'envoyer directement en 10 km avec un dénivelé certainement élevé, parce que là du coup les blessures vont arriver forcément petit à petit. Donc ouais, le maître mot c'est la progressivité avant tout, quoi. Qu'est-ce qu'il faut comme équipement? Comme équipement, des bonnes chaussures qui ne glissent pas, s'il y a des petits crampons, des technologies agrippantes par rapport aux pierres, c'est top. Si on a des chaussures qui maintiennent bien aussi le talon pour éviter que la cheville tourne. Et bien sûr de l'eau. Il y a des lieux spécifiques sur Isola 2000 pour faire du trail? Oui, ici il y en a beaucoup. Après moi aujourd'hui j'ai sélectionné une course qui est comme je disais débutant. Parce que le problème c'est qu'avec Isola 2000 ça monte directement. Par exemple on a un duo trail en début de saison qui commence justement au niveau de la Seine, qui fait 9 km et 500 dénivelés. Donc c'est pour des niveaux on va dire un peu plus aguerris, et voire même qui montent jusqu'à 6 troncs, donc c'est un 20 km et 1000 et quelques de dénivelé. Donc là ce que je propose aujourd'hui c'est vraiment pour les débutants, mais on peut en faire de partout, ça c'est sûr. Allez, je te remercie. De rien. Merci. Que ce soit en courant ou en se baladant, nous pouvons être amenés à rencontrer des troupeaux. Nous allons donc à la rencontre de la médiatrice pastorale pour savoir quel comportement adopter face à une telle rencontre. Alors Sophie, toi tu es la médiatrice pastorale. Tu es ici 2 fois par semaine, je crois, sur la station? C'est ça, je suis là 2 fois par semaine, donc on me retrouve le dimanche juste avant le pot d'accueil de la station pour un petit stand sur la faune du Mercantour, mais aussi pour faire un rappel sur les bons comportements à avoir quand on rencontre les chiens de protection des troupeaux, les fameux patous. Et on me retrouve aussi le mercredi, 1 semaine sur 2, le mercredi après-midi, mais les horaires peuvent varier, ici au même endroit pour le même type d'atelier. Alors ici, il y a 2 troupeaux, je crois, sur la station. Si on rencontre un de ces troupeaux et qu'on va être face au patou, comment ça se passe?
Alors on a 2 troupeaux en effet, donc pour rappel on a un troupeau qui est vers la cime de Merlier en descendant vers Isola Village et on a aussi un autre troupeau qui sont vers les lacs Losfer, donc si vous randonnez par là vous risquez de les rencontrer. L'essentiel quand on rencontre un troupeau c'est essayer de le voir en amont, de bien contourner le troupeau, jamais traverser en plein milieu du troupeau. Vous pouvez aussi vous signaler, faire un petit peu de bruit en discutant un peu plus fort que d'habitude pour que les chiens vous entendent arriver et qu'ils ne soient pas surpris. Et ensuite, bien sûr, c'est de rester calme, ralentir, voire s'arrêter pour que justement les chiens puissent identifier que vous n'êtes pas une menace. Si jamais on a un chien avec nous, justement, comment alors là le comportement est différent? Ouais, le comportement est différent. Alors là, c'est vraiment la situation la plus délicate quand on a un chien de compagnie avec nous, parce que là, la communication entre chiens peut être un peu compliquée. Donc moi, ce que je conseille en amont, c'est de toujours vérifier est-ce que je vais rencontrer un troupeau ou pas sur mon itinéraire, éviter si on a un chien. Après, si vraiment on est confronté et surpris par un troupeau, l'idéal c'est de s'éloigner. Donc soit faire demi-tour, sinon garder le chien en laisse pour pas que le chien aille dans le troupeau. Et si le chien de protection vient sentir notre animal de compagnie, ne pas le porter parce que ça va vraiment envenimer la situation, mais plutôt lâcher notre chien pour qu'il puisse être sur un pied d'égalité et faire connaissance. Bon, alors autre chose, le chien troupeau c'est pour protéger le troupeau, des loups. Est-ce qu'il y a des loups autour d'Isola 2000 et est-ce qu'on peut en voir? Alors oui, il y a des loups autour d'Isola 2000. Est-ce qu'on peut en voir si on a de la chance? Parce que du coup le loup a très peur de l'homme, donc il sait se faire discret. Il nous voit, les loups nous voient quand on est vers Isola, vers Isola 2000. Mais nous c'est vraiment rare qu'on arrive à le voir parce qu'ils se font discrets comme je disais. Merci. Alors les éditions Belle des Anges, finalement elles sont fidèles à la montagne. Et pour venir ici à Isola 2000, on emprunte la 202. Effectivement, l'occasion de parler de notre dernier polar niçois, Panique sur la 202, écrit par Jacques Alexandra, c'est son 4e titre chez nous. Et effectivement, ça se passe pas mal sur la 202, avec une bagarre entre les maraîchers et les promoteurs immobiliers, pour vous en douter, construire de nouvelles constructions. Et ça démarre rue Père-Ollière par le crime d'un restaurateur calabré qui est ami de notre Coco de Nice, le héros. Donc effectivement, ça le met de mauvaise humeur et il essaie de savoir pourquoi on l'a assassiné. Et donc ça l'entraîne sur la 202 et vous pouvez suivre toutes ces pérégrinations. Et il me semble un des protagonistes habite à Isola Village. Ah. Bon, ça nous rapproche d'ici, ouais. C'est la même commune. Exactement. Et de pouvoir présenter notre collection de polars niçois au public d'Isola. Surtout notre best-seller ici, Mystère à Isola 2000. Où un assassine une skieuse sur le télésiège de la Lambarde. Allez, merci. Bonne journée. Coralie, vous proposez des objets gravés sur bois et sur pierre, voilà. Sur ardoise. Tout ce qui est support naturel, le bois, le liège, l'ardoise, le bambou, tout est gravé. C'est personnalisable? Bien sûr, on personnalise à la demande, il n'y a pas de souci. Et puis on fait les thèmes avec vos photos, vos logos, ce que vous souhaitez, à la demande. Comment ça se passe si on souhaite faire quelque chose? Ça se passe super bien, vous me contactez et puis vous me dites ce que vous voulez, on choisit le support, ce que vous souhaitez faire, on le voit ensemble et puis après on le grave, on l'expédie, s'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Justement, on vous contacte comment? Par internet? On peut vous contacter pour envoyer des photos, etc. Par internet sur naturegravure@yahoo.com ou vous me contactez par téléphone ou par mail ou voilà, n'importe, Facebook, Instagram, il y a le choix. Julie, alors la ferme de Sacé, c'est un hameau d'Isola. Un hameau au-dessus du village, à 3/4 d'heure de marche. Donc là, tu proposes quoi comme produit? Des produits d'Isola, donc?
C'est ça. Alors du coup là pour l'instant on a de la crème de châtaigne actuellement. Là on a fait la récolte de groseille, de cassis et un peu de rhubarbe. Donc je vais les transformer dans pas longtemps en confiture. Alors j'ai remarqué qu'à Isola, on a changé la dénomination, on n'appelle plus crème de marron, on appelle crème de châtaigne. C'est vrai que nous on appelle la crème de châtaigne, ouais. Ce qui paraît quelque part plus logique, non? Oui, c'est vrai. Alors, comment ça se passe pour ces produits? Je crois qu'on peut les retrouver dans les offices du tourisme. Alors il y en a à l'office du tourisme de 2000, il y en a au village à la Guerche et après sinon sur les marchés, sur Isola et j'ai une page Instagram où on peut suivre les endroits où on fait les marchés. Nous allons descendre un peu plus bas dans la vallée, au niveau de Roure, puisque 3 productrices étaient présentes sur la station pour cet événement. Bon alors Charlène. Bonjour. Tu viens de le dire, Roure, c'est the place to be? C'est ça. C'est le village le plus ensoleillé de la vallée de la Tinée. Là où il y a le plus de biodiversité. Non, en vrai, on est vraiment bien à Roure. On a une vue exceptionnelle. On surplombe la vallée de la Tinée à 1100 mètres au village. Et on monte jusqu'à un alpage qui est à 1006. Donc voilà, on est bien. Et on est de plus en plus de productrices. Oui, on n'est que des femmes au village. Donc voilà, c'est chouette. Sur un petit village de 60 habitants. Bon alors toi tu proposes quoi comme produit? Alors moi j'ai une entreprise qui s'appelle Les Herbes Folles. Moi je suis implantée au village depuis 3 ans et demi du coup. Et je propose des conserves végétales principalement, saisonnières et anti-gaspi. Donc axées sur des produits de saison. Je fais de la cueillette du coup de plantes et de fruits dans le parc du Mercantour, donc pas au cœur du parc mais sur la zone adhérente du parc, donc Roure. Et du coup je transforme fruits et légumes également que je rachète à des maraîchers bio, tout ce qu'ils ne peuvent pas vendre à des magasins bio, tout ce qui est en surproduction, légumes abîmés, cabossés. Et le troisième volet de mon activité, c'est de cueillir également dans les jardins privés non traités. Donc sur la Côte d'Azur, il y a des agrumes en début d'année, mais en ce moment, il y a aussi de la rhubarbe. Là, en ce moment, je cueille des prunes sauvages chez des particuliers. Plein de choses qui est vouée à être gaspillées et que je sauve. Et donc, avec toute cette matière, je fais des conserves végétales, sucrées, salées. Ça passe du petit déjeuner jusqu'au dîner. Alors, tu parlais d'anti-gaspi. Tout à l'heure, tu proposais un atelier justement anti-gaspi. Oui. Tout l'été, du coup, la mairie d'Isola me mobilise pour faire des ateliers, donc soit au village d'Isola, soit ici à la station lors de cet événement aujourd'hui. Mais du coup, je propose effectivement un atelier de conserverie anti-gaspi, de cuisine responsable, où je donne des astuces et des recettes simples à réaliser chez soi pour récupérer les zestes, les épluchures, éviter de gaspiller un maximum de choses qu'on a à la maison. Et puis faire aussi des recettes assez simples. Donc aujourd'hui on a fait des pickles de concombre aux fenouilles ou à l'estragon. Voilà. Recette assez basique à faire et à reproduire facilement chez soi. Bon, on rappelle Roure, c'est sur la route qui mène au col de la Couilleule. C'est ça. Vous passez Saint-Sauveur-sur-Tinée, vous levez la tête, déjà vous voyez le village. Et vous prenez la route vers le col de la Couilleule et vous avez une bifurcation du coup à droite à un moment donné avant Roubion. Ne vous trompez pas, pour monter à Roure, un petit village suspendu où il y a un très bel arboretum à visiter aussi. Bon, je te remercie, tu as très bien vendu ton village. Merci, venez. Donc, Georgia, on reste un peu dans la continuité du stand d'à côté. Oui, alors il y a quand même une petite différence, c'est que moi je suis moins axée sur l'alimentaire pour le moment, mais dans le temps ça viendra un peu plus parce que je viens de me réinstaller. C'est ma deuxième installation. Avant j'étais installée dans les Pyrénées sur une ferme paysanne qu'on a créée avec mon ancien compagnon. Et là je continue mon activité dans les Alpes-Maritimes. Et du coup, je suis axée sur de la distillation principalement de plantes aromatiques et médicinales. Des plantes que je cultive dans mon jardin et que je cueille dans la montagne. Alors, on rappelle quand même d'où tu viens, c'est de Roure.
Oui, alors du coup j'habite maintenant à Roure et je cultive à Roure aussi, j'ai un jardin, j'ai un terrain à Roure. Après je suis aussi pas mal axée sur le fruitier. C'est aussi ma formation initiale, c'est pépiniériste et arboricultrice. Du coup je suis vraiment plus axée sur le fruitier. Donc dans le temps il y aura plus la culture de fruitiers et des fruits qui participeront à agrémenter le stand de plantes médicinales. Alors là, aujourd'hui, pour le moment, je propose des hydrolats. Donc c'est des plantes que je distille à la vapeur d'eau dans un alambic en cuivre. Et je distille à l'eau de source aussi, donc c'est une eau de qualité. Et du coup, tous les principes actifs des plantes et les huiles essentielles, elles se fixent en fait dans l'eau. Et du coup, je les embouteille ensuite. Donc c'est un concentré de plantes que je propose. Et sinon, je fais aussi des tisanes, donc je fais aussi des plantes sèches, des mélanges de tisanes. Pour agrémenter et je fais aussi des macérats huileux. Là je les ai pas aujourd'hui sur le stand parce que j'ai pas eu le temps d'embouteiller, mais je fais aussi des macérats huileux, donc c'est des macérations de plantes sauvages ou que je cultive, que je fais macérer dans de l'huile d'olive biologique et du coup ensuite je fais macérer ça en général 3-4 semaines. Des fois pour certains mélanges je les fais aussi macérer au soleil comme l'huile de millepertuis, donc c'est une extraction aussi solaire. Et du coup, après je les filtre et ça fait des huiles qu'on peut utiliser pour plusieurs problématiques. Ça peut être pour des coups de soleil, des brûlures, des piqûres d'insectes, la cicatrisation, pour des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Il y a plein de différents types d'utilisation selon chaque type de plante. Oui, je viens de Roure, effectivement. Je cultive, je suis installée depuis 2018 et je cultive des fruits rouges, entre autres, enfin principalement. Et je les transforme en confiture et en sorbet, d'ailleurs au labo d'Isola Village, où il y a le labo autour de la châtaigne. Voilà. Alors, vous pouvez me rappeler la différence entre un sorbet et une glace? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, les glaces, c'est les crèmes glacées, et donc du coup, c'est avec du lait ou de la crème fraîche, tandis que le sorbet, c'est que du fruit et du sucre. Alors après, il faut aussi des texturants, enfin voilà, pour que la texture soit, que ce soit pas un glaçon, que ce soit pas la banquise, que ce soit agréable à manger, mais sinon, c'est que du fruit et du sucre. Voilà, il n'y a pas du tout de truc animal, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de crème. Où c'est qu'on peut trouver vos produits en dehors des marchés? Non, sur les marchés, ouais. Que sur les marchés. C'est compliqué parce que je cultive, je transforme, je commercialise, voilà. Donc je peux pas avoir une boutique, je peux pas en plus tenir une boutique à plein temps. Donc c'est voilà, je répartis mon temps entre ces trois activités qui sont trois métiers différents. Clairement les doigts sur les freins. Ça freine fort, hein. À l'occasion de cette journée, différentes initiations étaient proposées, notamment le VTT avec Mickaël. Après, quand on est débutant, on est petit. Donc là, vous voyez, il y a toute une partie où c'est vide. Et là, ça commence à devenir dur. C'est-à-dire que c'est un frein un peu directif. On va déraper un petit peu avec la roue arrière pour remettre le vélo. Voilà, à savoir que voilà, là, aujourd'hui, voilà. Donc l'axe de la pédale, hein, c'est ça, c'est là où la pédale tourne. Donc la partie la plus grosse de la chaussure. On comprend bien il est où. Important, le frein avant, c'est celui qui va vous freiner, qui va vous faire que les pieds sont bien placés. Voilà, position. Et bien sûr, on lève la tête. Je vais faire un tout petit peu. Voilà. Allez, encore un ou deux passages. Pas mal. Deux freins. Voilà. Voilà, on commence à maîtriser le freinage. David, alors de la canimarche sur les Isola 2000, alors on a plus l'habitude de voir plutôt le ski en hiver? Oui, exactement. Bonjour Olivier. Et bien effectivement, on a plus l'habitude de voir les chiens de traîneau en traîneau, et donc du coup il existe d'autres activités. Ça peut être de l'attelage avec du kart, donc c'est un traîneau avec des roues. Et là ici cet été, ça va être de la cani-rando. Le ski, il est habitué à la tracter, lui.
Alors oui, effectivement, il est habitué à courir. En fait, ce qui nous est important pour nous, c'est de le débourrer et de lui apprendre à tracter. Effectivement, courir pour lui, c'est habituel, c'est normal. Il faut lui apprendre à avoir un harnais et à tracter de manière réfléchie. Voilà. Donc du coup, voilà. Tes balades, elles se passent où? Et ben alors du coup on les propose les balades sur Isola 2000, la belle station d'Isola 2000. Et donc du coup on fait de la cani-rando, donc c'est de la rando active avec un chien qui vous tire. Et on propose donc du coup 2 petits parcours, un parcours d'initiation et un pour les plus randonneurs et les plus aguerris. D'accord, en gros tu as des longueurs de parcours à nous donner? Ouais, bien sûr. Alors j'ai un petit parcours qui fait 6 km avec 82 dénivelés positifs et un autre parcours qui fait 6 km lui aussi mais avec 300 dénivelés positifs. Mais même celui de 300 se fait très bien et on accepte les enfants à partir de 6 ans et même ceux de 6 ans y arrivent très très bien, donc c'est parfait. Voilà, c'est génial à tout niveau. Là on est avec le miel d'Isola, mais en fait ça vient plutôt de la vallée d'Atiner généralement. Oui, bonjour, c'est ça, on est basé, en fait on a la miellerie au village d'Isola, mais après on a des ruches dans toute la vallée de l'Atiner. Là, je reviens de l'atelier de Léon. Les ruches en fait c'est un peu comme les moutons, il y a une transhumance. Ouais. Avec les abeilles. Exactement, en fait on suit les fleurs, les abeilles elles butinent des fleurs et d'ailleurs on essaye d'éviter au maximum les endroits où il y a les brebis parce que les brebis elles mangent les fleurs et les abeilles ont besoin de fleurs pour butiner. Mais donc on les transhume, on suit les fleurs, quand les fleurs sont matures en haute montagne, on les monte quand c'est le moment, après on les redescend pour pas qu'elles aient trop froid. Généralement on fait une halte en montagne avant de les redescendre encore plus bas, au-dessus de Nice. Du coup, le miel qu'on va trouver chez vous, c'est du miel de la vallée de l'Atiner, suivant les saisons. C'est ça. Du coup, en fait, on a 3 étiquettes. On a le miel de printemps, c'est le premier miel qu'on fait dans la saison. Celui-là, là, il vient de Roure. On en fait aussi du printemps à Marie, à Saint-Sauveur sur Tinée. Après, on a le miel de montagne qu'on fait autour du village d'Isola. Et le miel de haute montagne. Alors celui-ci il vient de Saint-Dalmas-le-Selvage, mais on en fait aussi à Isola 2000. Et du coup, au niveau du goût, ça va changer? Ouais, complètement. Ouais, vu qu'elles ne butinent pas les mêmes fleurs, le nectar est différent, donc le goût est différent. Et là aussi, j'ai 3 textures différentes. J'ai 2 crémeux, un liquide, mais même dans les 2 crémeux, il y en a un qui est un petit peu granuleux, l'autre qui a le grain plus fin. Donc on propose toujours la dégustation aux clients pour qu'ils sachent ce qu'ils achètent. Ah, très bien, merci. Merci. Nous terminons ce petit tour des producteurs locaux avec le chaudron de la Fédélis, situé dans le vallon de Demandols à Saint-Étienne-de-Tinée. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du sucré et du salé. Tout est fait maison là-haut, à Demandols, dans notre laboratoire bien sûr. Des sirops, des vinaigres, tout à partir de produits naturels, simples. Hein, je dirais pas bio, je vois pas pourquoi on dirait bio à partir du moment où c'est nature. Hein, tout simplement, que ce soit les vinaigres à base de fruits, que ce soit toutes sortes de vinaigres à partir de tel ou tel légume, on associe des vinaigres. Hein, on ne met pas le même vinaigre, mais tout est en fonction des goûts différents de fruits ou de légumes, on va ajuster tel ou tel vinaigre. Après nous faisons aussi les crèmes balsamiques, aussi bien balsamique aux fruits rouges, pour moins de sucre on préfère mettre des pulpes de fruits. Hein, et la mangue également, mangue et piment d'Espelette, qui va se mettre associé aux poissons, aux crustacés. Et là, les viandes rouges, les salades, tout simplement. Ensuite, quelques petites préparations aussi de miel culinaire, hein, au piment d'Espelette, au citron gingembre, au curry. Et puis là-bas, vous avez quelques 5 préparations de tomates confites à partir d'une tomate séchée. On va travailler la tomate de différentes façons en l'associant éventuellement avec les olives noires, le piment d'Espelette, les graines de sésame noir. En fait, ce que vous faites, c'est beaucoup d'associations. Bien sûr, des condiments qui ne vont pas se retrouver ailleurs que chez nous. Ce sont nos recettes qu'on a créées tout simplement. On appelle ça donc miel gourmand. Ou crème au miel avec le chocolat, le café, la noisette, la pistache. C'est un délice. Le chaudron de la Fédélis. Voilà. Pourquoi?
Voilà pourquoi on a appelé ça notre enseigne, le chaudron de la Fédélis. Vous, un petit sac ? Lucie et Vincent, Eh ben, pour vous régaler. Merci beaucoup.